Donc d'abord, je tiens à remercier Rémi. Alors il a oublié de préciser, c'est que je donne une conférence par an. J'ai entendu beaucoup parler d'émotions. Moi, les conférences, c'est pas du tout mon truc. Je suis plutôt sur le côté, dans les équipes. Donc voilà, quand j'en ai parlé à Rémi, il m'a dit, c'est chez moi. Donc après, c'est fait. On parle de la prochaine conférence l'année prochaine. Merci. Alors, par rapport aux États-Unis, oui, et je tiens à préciser, parce que je l'ai promis, j'ai coaché, j'ai mentoré une Française qui est Leslie. Oui, je parle des États-Unis. Leslie, t'es super. Tu fais du super progrès en termes de management. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je l'ai précisé. Alors, le management de transformation, l'incorporel, l'immatériel rejoint le corporel. Ben voilà, ça commence bien. Comment on change ce truc? J'appuie sur le bouton. Voilà. Alors, c'est important de préciser, c'est que Financer Intuitive et Liberty, la finance en passant par l'intuition mène vers la liberté, est un projet qui est né en 2010. Alors j'étais hyper confortable. J'étais le cliché du banquier. La Mercedes full option dans le cabinet financier. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et là, on me fait passer des tests et j'apprends que je suis au potentiel, HP, atypique. Et je dis, mais pourquoi on me l'apprend en 2010? Je suis né en 66. Comment pouvons-nous créer une personne morale qui soit une copy-paste d'une personne physique avec toutes les caractéristiques de haut potentiel? Waouh! Et c'est là qu'est né le projet. Alors, j'ai eu le bonheur de donner une conférence sur l'entreprise et l'intuition à Paris pour un super projet de nouveau d'une Française, Flora Claudy, que je vous invite vraiment au bonheur des zèbres. Elle fait rimer zébritude avec gratitude, c'est un super projet. Donc voilà, ceux qui la connaissent. Et donc, au travers de ça, rassurez-vous, je vais essayer de rendre une finance digeste, surtout juste avant le lunch. Vous verrez pas de tableau financier, vous verrez pas de ratio financier. Je vais juste vous partager mes deux passions, c'est-à-dire la finance et le management. Alors, le management de transformation, concrètement, je vais donner des exemples et je vais demander évidemment ici Eric, si tu veux bien. Je vais donner 3 exemples. Le marketing. Il se fait que j'ai l'immense bonheur de faire partie du management team de Psychomed, qui est une société qui développe le psycho et dont vous avez ici les démonstrations. Donc, je suis un peu l'ambassadeur de l'entreprise et toi du psycho, qui a fait un choix stratégique incroyable. Ils ont décidé de passer en marketing de réseau. Et ce marketing de réseau, c'est aujourd'hui 2880 ambassadeurs, ça change tous les jours, et 25 000 clients. Et c'est ça le management de transformation. C'est lorsqu'on intervient à un moment clé d'entreprise. Pas d'adaptation, mais de transformation. Un autre exemple, c'est le financier. Alors là, j'entends beaucoup de témoignages très positifs, très chaleureux. Il se fait que moi, je dois parfois intervenir dans des situations de transformation, de restructuration, de réorganisation, y compris avec des plans au niveau du personnel. Alors on parle beaucoup des conséquences, mais je peux vous garantir qu'en étant dans l'équipe de management qui doit mettre ça en place, c'est souvent extrêmement complexe. Ça fait partie, parce que parfois le financier fait aussi que des sociétés doivent se réorganiser. Il y a aussi le côté positif. Je suppose qu'il y a des dirigeants de PME, de start-up. C'est lorsque l'on sort du modèle start-up, starter, où on fait des levées de fonds, on investit, on grandit, et à ce moment-là, le management s'adapte. C'est le management de transformation. Alors, le GRH, j'ai une passion, comme vous l'avez compris, c'est le monde des zèbres, des hauts potentiels, et avec une super équipe, et on a le plus de demandes de la part de sociétés françaises, je prends toujours des mentions françaises, d'implanter dans des structures des cellules constituées de hauts potentiels, des profils atypiques. J'ai entendu un des orateurs qui avait un autiste. Ben oui, on peut être atypique, un peu extraterrestre, un peu professeur tournesol, et trouver une juste place en entreprise. Et ça entraîne du management de transformation. Alors le matériel incorporel, c'est quoi? Ouh là là, vaste question. Alors en théorie, je ne sais pas si parmi vous il y a des comptables, comme ça ils pourraient faire mon boulot. Non, il n'y a pas de comptables. Les comptables vont vous dire, ben écoutez, c'est pas difficile, c'est ce qu'on appelle dans les actifs immobilisés. Il y a ceci, vous mettez, alors on connaît. Hein. Alors il y a un truc que je trouve bizarre, les frais d'établissement, ils sont pas très intéressants. Par contre, il y a les brevets, les marques, la recherche et développement. Mais lorsque l'on creuse, on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a la notion de goodwill. Alors le goodwill, c'est l'ancienne notion de fonds de commerce, mais qui est devenue beaucoup plus élargie. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et j'ai envie de vous poser une question et de réfléchir. Rémi, tu as invité des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs. Quelle est la place dans votre structure, que ce soit en auto-entrepreneur ou autre, de cet incorporel,
de cité matérielle. Et je vais poser une question à Rémi qui se retourne, mais je vais lui dire, Rémi, où est aujourd'hui ton event tel que tu l'organises dans ta comptabilité? Dans 15 jours, je viens voir. Je viens de te poser la question de savoir où se trouve ton event ici dans ta comptabilité. Et j'espère que ce sera à sa juste valeur quand je vois la qualité de mes collègues qui exposent. Donc je te fais le challenge parce qu'on peut annoncer le scoop. Il m'a demandé de faire partie de son équipe et Financer Intuitive et Liberty va se développer en France avec mon ami Rémi. Merci en tout cas Rémi. Donc le goodwill, c'est important parce qu'en général, le goodwill, on parle de cession de fonds de commerce. On en parle souvent quand? Souvent quand on sait des entreprises, on a Pierre qui est mon mentor, merci aussi. Je suis vraiment super heureux parce qu'en plus on va animer un atelier ensemble et Pierre a accepté que ça touche au potentiel. Un tout grand merci. Donc par rapport au goodwill et par rapport, en général, on parle lors de la cession. C'est très rare que quand je débarque dans une entreprise, je vois le goodwill. Alors vous êtes tous dans le domaine du développement personnel, donc l'incorporel et l'immatériel est important, je compte sur vous pour le mettre. Pour vous poser la question, qu'est-ce que le goodwill? Quelle est sa valeur? Qu'est-ce que l'on y met? Dans toutes les entreprises, c'est la première question que je pose. Alors l'immatériel et l'incorporel, c'est où? Alors je vais vous inviter à réfléchir. En tout cas, moi, ça m'a frappé au niveau de la sémantique. C'est dans les actifs immobilisés, dans les immobilisations incorporelles. Je vais vous poser, si vous pouvez me donner la réponse après, j'en serai ravi. Comment peut-on immobiliser dans l'incorporel et l'immatériel? Moi, je sais pas, hein. Comment peut-on immobiliser de la clientèle? Une marque à la limite. Bon, les frais d'établissement, pas très intéressants. Surtout avec tout ce qui a été raconté ici, comment vous pouvez l'immobiliser? Alors, ça se trouve dans les immobilisés et, où ça? Autres. C'est-à-dire nos engagements hors bilan. Donc, au niveau comptable, on se lave les mains. On dit, on met dans les immobilisés et hors bilan. Je trouve ça un peu paradoxal et je pense qu'il est plus que temps d'avoir une véritable réforme sur le sujet. Alors, les matériels et incorporels, qu'est-ce que ça vaut? Alors, j'ai entendu un jour que les Français n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Alors, j'espère que vous, les Français, vous valorisez bien vos idées. Alors, en théorie, alors là, on peut aller dans les méthodes de valorisation. Je vous en fais grâce, il y a des experts qui font ça beaucoup mieux que moi. Et l'évaluation. Alors, je suis un ex-banquier, et quand je valorisais les entreprises, la première chose que je faisais, j'enlevais les actifs immatériels, incorporels, pour mémoire. Alors que ça représente une valeur significative. Et alors, la valorisation, en préparant ici l'entretien, j'ai constaté que dans des séminaires entiers sur la valorisation des entreprises, parfois le mot incorporel et matériel n'y apparaissait pas. Alors, il se fait que, en préparant, j'ai découvert cette phrase-là. C'est très sympa, je vais vous dire la source et je vais vous demander d'y réfléchir. Parce que vous, Français, vous avez un bol incroyable. Et donc, ici, la richesse d'entreprise dépasse largement la somme des actifs comptables. Je surlike cette page, cette phrase. Elle est de qui, d'après vous? Alors, je vais faire le slide suivant et je vais l'expliquer, je vais le montrer. Ça vient de la Direction générale des entreprises. Bravo. Alors, Rémi, tu m'as dit que M. Macron soutenait. Eh bien, M. Macron, plutôt que de faire une réforme sur la pension, faites une réforme sur les immobilisations incorporelles. Tout ce que vous dites là est juste. Mais oui, plutôt, après le code Napoléon, faites le code Macron sur les matériels et l'incorporel. Parce que ce que vous dites là est juste. Mais qu'on le transforme. Parce qu'aujourd'hui, les Américains, oui, on le valorise. Mais quand on va dans la comptabilité et les valorisations, on ne l'a pas. Alors quand je dis 2/3, prenons le cas de ton entreprise, je crois que ça vaut beaucoup plus que les 2/3 et par rapport aux 40%. Alors, je vais raconter peut-être 2 petites anecdotes. Une première, c'est en consultance financière, je rencontre une jeune entrepreneur de talent. Et lorsque je la rencontre, je lui dis, qu'est-ce que vaut ton projet? Quelle est sa valeur? Dis-moi un prix. Il me dit 0. Je dis, écoute, moi je vais faire l'affaire du siècle avec toi. Pourquoi? Tu notes ce 0, tu me le notes, tu me le signes, tu me le valides. On fait du coaching, la consultance, la formation. Et 1h30, 2 heures après, je lui dis, ton projet, je rachète 50 000 euros. Ah bien non, t'es dingue. Je lui dis, mais attends, il y a 2 heures, ça valait 0, et maintenant, ça en vaut 50 000. Bon, évidemment, j'aurais pu en profiter, j'aurais pu le faire.
mais c'est évidemment le cas en disant, ben voilà, profiter, c'est-à-dire le faire développer, le faire grandir, mais je ne sais pas. Elle ne m'a toujours pas vendu à 50 000 € et je lui souhaite en tout cas plein de réussite. Deuxième élément, une deuxième anecdote, c'est que j'étais manager dans une entreprise et on m'a dit, ben, ça vaut quoi? Le personnel, l'équipe, quelle est sa valeur? Et j'en discutais avec le dirigeant, il me dit, écoute, moi, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que tu vas me signer une clause en disant que si je cède mon entreprise, je continue à y travailler. Donc ça signifie que quand même, lorsqu'on a une session d'entreprise, on tient compte quand même de la valeur de l'équipe. Voilà, j'ai quitté l'entreprise avant qu'il la cède, donc je ne sais pas ce que je vaux. Alors, le lien avec le corporel et le matériel, il se fait que j'ai dans l'équipe Moira, qui est vraiment une experte, et qui connaît très très bien le sujet. C'est la notion de marque. Paradoxalement, les normes ISO 668 valorisent bien cette notion de marque. La notion de marque permet évidemment de faire le lien entre ce corporel et ce matériel. C'est vraiment une chance que l'on a, et c'est vraiment un excellent exemple. Alors évidemment, le corporel et le matériel, c'est aussi, lorsque j'écoutais Hervé, juste avant, lorsqu'il y a des réorganisations, il y a des transformations, notamment lorsqu'on passe vers des modèles de type agile et des restructurations profondes d'organisation. Il se fait que j'ai la chance d'avoir dans mon équipe un expert aussi, Gwennen, qui en plus a eu la gentillesse de faire les slides à ma place. Alors, ici, l'incorporel et l'immatériel, je vais prendre le risque. J'ai promis à Rémi de le faire. Est-ce que c'est une porte ouverte vers la spiritualité en entreprise? Alors, où se trouve l'âme dans une personne? Une personne morale, personne physique. Comme je vous l'ai dit, dans le cas du projet de Financer Intuitive Liberty, qui est vrai, a été créé en 2010 et passé en société. C'était un prototype qui a été un succès. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais j'ai liquidé la boîte pour montrer que le modèle fonctionnait. Et maintenant, on le relance à plein régime avec une super équipe à l'occasion de cet événement. Mais une personne physique, bah évidemment, il y a toute la période depuis l'avant la vie, hein. Enfin, à quel moment ça existe, jusqu'au décès ou l'adoption. Et donc, j'ai constaté qu'il y a énormément de points entre la personne physique et la personne morale. Et d'ailleurs, un jour, j'ai reçu un mail en disant, est-ce que l'âme de ton entreprise peut être réincarnée dans la mienne? Je dis, moi je suis un financier, ici heureusement on est entre nous, hein. Mais si on raconte ce genre de truc, et je ne vais pas répondre à la question, je vais tranquillement me débiner, parce que j'ai eu l'immense bonheur de poser la question à un philosophe dont je suis archi fan, que vous connaissez peut-être, c'est Frédéric Lenoir, qui a organisé un super événement à Bruxelles, via son ASBL Sève, dont la présidente est une amie. Je vous invite à aller voir sur la page Facebook de Sève Belgium, il y a l'ensemble de sa conférence. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, vous qui avez créé ce livre fantastique, L'âme du monde, est-ce que l'entreprise a une âme? Alors, je vais demander aux techniciens, parce que je ne sais pas comment il faut faire, de déclencher la vidéo. Merci à toi. Alors, vous avez parlé de l'âme du monde. J'ai envie de poser une question. Est-ce que jusqu'où peut aller la spiritualité en entreprise? Est-ce qu'on peut parler d'âme en sachant qu'une entreprise, c'est une personne morale? Et la troisième question est relative à ce qu'on appelle les actifs incorporels et matériels. Est-ce que cette transformation dont vous faites mention, je m'adresse aux philosophes et à l'entrepreneur, ne passe pas par une nouvelle définition, une nouvelle valorisation de ce qu'on appelle les actifs incorporels et matériels? Oui, vous posez la question aussi qu'on a un peu évoquée des valeurs de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a une dimension matérielle et une dimension immatérielle dans une entreprise. Et derrière l'activité matérielle que tout le monde observe, il y a des valeurs qui peuvent être très diverses. Il y a du symbolique, il y a tout un monde symbolique, il y a des symboles qui sont donc très importants. Il y a toute une part aussi imaginative. Donc il y a plein de choses invisibles qu'on ne voit pas, qui sont immatérielles et qui peuvent constituer ce qu'on pourrait appeler l'âme de l'entreprise. De la même manière que notre corps, c'est ce qu'on voit, et notre âme, c'est ce qu'on voit pas. Et c'est pourtant peut-être le plus important dans la mesure où c'est elle qui va guider notre vie et qui va donc faire que notre corps va être bien ou pas, ou interagir avec les autres corps en fonction de l'impulsion qu'on va lui donner. Donc effectivement, l'âme de l'entreprise, c'est essentiel.
Ben voilà, il me reste juste 7 secondes pour vous remercier pour votre attention et pour remercier Rémi de son invitation.